Bienvenue à tous sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons notre ami Gérald Brassine. Enchanté Gérald. Oui, Bonjour. Enchanté, je bonjour. suis ravie de te recevoir. Mais moi de même, merci On est beaucoup. un petit, on est un petit peu en décalage puisque tu n'es pas ici en Belgique pour le moment. Donc ça D'accord. permet de te voir tout basané, tout bronzé. Tu as pris un peu de recul après une période un petit peu stressante avec le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, où tu as participé activement à l'élaboration de ce reportage. On va te laisser Pas peut-être te aller- ouais. présenter. Comment? On va te laisser peut-être te présenter un petit peu. Tu vas nous expliquer en fait Ah quel oui. est ton travail et puis on démarre le vif du sujet. Eh bien, je suis psychothérapeute depuis très très longtemps. Euh, je fais ces 20 dernières années, j'ai fait énormément de travail avec tout ce qu'on appelle les psychotraumas. Et depuis une vingtaine d'années aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de travailler vraiment avec ces gens qu'on appelle les survivantes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, me disait, on ferait beaucoup mieux de les appeler les miraculés. Effectivement, quand on entend ce qu'elles ont vécu, ça tient plus du miracle que de la survie. Mais Mm. voilà. Et donc, j'utilise, j'allais dire une bêtise, j'allais dire j'utilise l'hypnose. En fait, c'est pas vrai. Je, je décortique l'hypnose dans laquelle les gens sont. On le voit très très bien. D'ailleurs, beaucoup de gens qui connaissent pas grand-chose au problème parlent quand même à juste titre de les victimes de traumatisme sont dissociées. Et ils ont raison là-dedans. Mais en fait, c'est amusant parce qu'il faut avoir la connaissance de ce que c'est que l'hypnose pour aider les gens à sortir de leur dissociation. Les dissociations, c'est le terme générique pour tous ces phénomènes qu'on appelle hypnotiques, comme l'anesthésie physique, l'anesthésie émotionnelle, la psychosomatique, dans laquelle on a une douleur physique plutôt d'avoir de gigantesques douleurs émotionnelles. Et donc, en fait, c'est vrai que le travail que je fais depuis longtemps, avec une très très grande efficacité, parce j'ai mis au point des choses que j'appelle d'ailleurs les anesthésiens du psychothérapeute, pour leur permettre de retrouver ce qu'elles ont oublié. Alors il y a des tas de gens qui, comme tu sais, tu en as entendu, comme moi, qui parlent sans savoir de quoi ils parlent et qui parlent de la création de faux souvenirs notamment. Euh, En fait, la plupart du temps, quand les gens ont été très lourdement traumatisés, notamment ce qu'on appelle les survivantes, on a affaire à des gens qui, pour la plupart d'entre eux, ont une amnésie complète ou partielle de ce qu'ils ont vécu. C'est donc un phénomène hypnotique, l'amnésie, qui leur permet, de manière un petit peu paradoxale, au premier degré, quand l'enfant a vécu des choses affreuses, il a une tendance à oublier. Mm. Mais au deuxième degré, par la suite, c'est précisément cet oubli qui crée la souffrance. Donc ça veut dire que tous les phénomènes hypnotiques avec lesquels les gens viennent me voir sont les phénomènes hypnotiques dans lesquels ils ont été plongés très brutalement lors des agressions quand ils étaient parfois tout jeunes, mais qui continuent d'agir. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a une grosse amnésie sur des choses affreuses, elle souffre énormément dans des tas de domaines différents de sa vie et elle ne sait pas à quoi c'est dû. Mm. Les gens qui ont des grosses maladies psychosomatiques, dont certaines sont tellement puissantes qu'elles peuvent les tuer, c'est exactement la même chose. Ça, c'est une caricature d'une dissociation. Hein, donc, ce journaliste peu informé n'arrête pas de parler de dissociation, dissociation. Mais c'est pas ce que c'est. Il écoute simplement parce qu'il se dit, il s'écoute parler sans doute, mais une dissociation, c'est vraiment se couper d'eux. Et la psychosomatique, il y a et l'oubli, où éventuellement les gens se souviennent, mais disent non, non, ça me fait rien, ce problème est réglé. Et alors on a toutes les autres formes de dissociation étant dehors de son corps, avec des traumas plus habituels, si j'ose dire, dans mon métier, tous les gens qui ont été abusés, les femmes violées, tous les gros problèmes qu'il y a eu, je sais pas moi, pendant les guerres, pendant les accidents de voiture, énormément de notre activité tourne autour, en temps de paix en tout cas,
des personnes qui ont vécu des problèmes en rapport avec la maternité, comme l'avortement, puis toutes les fausses couches, puis tous les accidents qui peuvent avoir lieu pendant les accouchements, dont des césariennes qui n'étaient pas prévues, qui sont en urgence pour de bonnes raisons médicales, tout ça. Et donc, qui sont des chocs émotionnels puissants, parce qu'un trauma, c'est ça. C'est un choc émotionnel puissant, et notre cerveau, pour ne pas employer ce bête mot très emmerdant d'hypnose, vient nous protéger avec des phénomènes curieux où on va oublier, développer une maladie psychosomatique, sortir de son corps, avoir une anesthésie physique, avoir une anesthésie émotionnelle, tu vois. Et pendant des années, les gens, à chaque fois que quelque chose en rapport avec le trauma initial va leur revenir à l'esprit, que ce soit en regardant un film de guerre, de sexe, de je sais pas quoi, ou même une pensée interne, boum, les phénomènes hypnotiques initiaux reviennent très très fort. Là, tu auras sûrement déjà entendu autour de toi des petites jeunes femmes qui te disent que leur vie de femme est affreuse parce que quand elles sont dans les bras de l'amoureux qu'elles aiment et tout, elles disent je suis anesthésiée, je sens rien physiquement. Et puis parfois plus grave encore, et en plus, elles peuvent dire mais et en plus je ne sais pas si je l'aime ou pas. Je ne sais plus. Et si j'étais honnête avec moi-même, d'ailleurs j'y pense, je devrais peut-être le quitter parce que je me sens vraiment malhonnête. Et puis d'autres fois, je suis sorti de mon corps, j'étais comme au plafond et je me regardais en bas, etc. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on appelle malheureusement hypnotiques. J'ai malheureusement, parce que les gens qui parlent beaucoup d'hypnose la plupart du temps, comme ce journaliste auquel j'aime bien faire allusion, parce qu'il est à la caricature même de la personne dans la catégorie qui est je ne sais rien, mais je dirais tout. Mmh. Et c'est exactement ce que font beaucoup de gens. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ah, d'accord. Mais donc, des idiots, il y en a beaucoup. Mais ce qui est très embêtant, c'est que le public ne comprend pas bien alors ce que ça veut dire, tous ces phénomènes. Ben oui, quand on est dans... Et tout le monde a vécu ça. Toi, je ne te connais pas assez, mais ça m'étonnerait très fort que tu aies échappé à un de ces chocs émotionnels que Exactement. la plupart des humains vivent, perdant un proche ou je ne sais pas quoi. Et tout de suite, tu as été dans un désert. Mais l'état très bizarre, ces personnes t'ont demandé. Il n'y a pas quelqu'un comme un certain Mesmer, le nom d'un autre Mesmer, et qui est venu te dire vas-y, sors de ton corps et sois anesthésié physiquement et tu n'as pas d'émotion, alors que tu regardes cet accident dans lequel est en train de saigner et où ça t'a terrorisé, tu vois. Et donc, ça, c'est l'hypnose, c'est des phénomènes humains qui se développent, mais après, ils posent problème. Au moment même, ils sont protecteurs, mais Oui, après, ils donc, posent problème parce que. Oui, on a un petit décalage, c'est pour ça. Donc, oui, au départ, oui. c'est comment, un stimuli du corps pour se protéger. Mais si à long terme, ce n'est pas réglé, le stimuli devient une Voilà. habitude, peut engendrer des phénomènes qui sont récurrents et qui peuvent être handicapants pour la personne qui les vit. Tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le régler? Pourquoi? Ben, c'est pour une très très bonne et simple raison. C'est qu'à chaque fois que tu penses à cet accident avec la personne à côté de toi dont tu as eu l'impression à ce moment-là qu'elle allait mourir, quand tu y penses maintenant 10, 20, 30, 40 ans plus tard, en fait, tu la revis aussi puissamment que au moment où tu l'as vécu. Tu vois? Et donc, c'est normal si tu veux. Oui. Donc le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre quelque chose que tu vis réellement et quelque chose que tu as adduit. Enfin, non, pas que tu as adduit, je n'aime pas ce terme. Que tu as vécu peut-être dans le passé, mais que tu peux le... il ne fait pas la différence entre une réalité que tu vis au moment présent et l'empreinte de cette réalité des années plus tard. Oui. Si tu ne le Là, traites tu pas. mets le doigt. Là, tu mets le doigt exactement sur la raison pour laquelle, avec la psychothérapie du trauma réassociative, on est très efficace. Tu viens de mettre le doigt dessus. Le problème, c'est la mémoire. Le problème, c'est juste la mémoire. C'est-à-dire que ce que tu as vécu qui faisait très très mal il y a longtemps, eh bien, il continue d'agir parce qu'il est enregistré. Et tu as enregistré les images, les sons, les sensations et les odeurs. Alors, c'est réactivé alors par des phénomènes extérieurs qui pourraient être Oui.
une réaction avec un gars qui va peut-être me parler mal et qui va réactiver une peur en moi, Oui, ou peut-être, oui, oui, c'est des choses qui vont rappeler et vont remettre en route alors cette mémoire traumatique. tout à fait. Et malheureusement, dans bien des cas, tu ne vas avoir que les effluves émotionnels et corporels. Si par exemple ce bonhomme t'a frappé, maltraité, tu as eu des émotions de peur, de terreur, et éventuellement même les sensations douloureuses vont revenir. Mais le problème, pour la raison pour laquelle l'agression que tu as vécue il y a longtemps fait encore mal aujourd'hui, c'est parce que toi, tu l'as évité, tu as évité le souvenir et tu as évité de le changer. Et c'est pour ça que, pour parler à beaucoup de gens qui ont peur des faux souvenirs, il est bon de remarquer, en fait, ce que dans notre métier, à nous, on dit la PTR est une fabrique de faux souvenirs. C'est-à-dire que pour t'aider à transformer ce souvenir de cet accident plein de sang, je vais par exemple te dire, tiens, est-ce que tu peux changer la couleur du sang? Jaune, vert, bleu, n'importe quoi. Et ça fait 20 ans que tu as vécu ça, et au moment où je te propose de changer l'enregistrement de la couleur du sang, ça change. Et puis je vais te dire, et tu es là en train de trembler encore, ça revient très très fort, et tu me dis, oui, mais la voiture était vraiment ratatinée sur elle-même, j'avais des morceaux de verre partout. Ben, je te dirais, tiens, dis-moi un peu si c'est une belle idée, si on retire l'accordéon de la voiture, est-ce qu'on la remet comme elle était avant? Est-ce que tu peux le faire? Alors tu me dis non. Là, je dis, en tout cas, un truc que je peux te proposer, c'est de changer le bruit de l'accident. Les bruits de voiture accidentée, c'est effrayant. Et donc, je te dirais, tiens, mais remplace un peu par, je ne sais pas, moi, c'est peut-être c'est peut-être Mozart, c'est peut-être un chanteur que tu aimes bien. Change le bruit de la voiture avec le bruit de Mozart, avec le bruit d'un de tes groupes favoris. Et boum, tu vas changer l'enregistrement. Donc, ça veut vraiment dire que toi et moi, on est en train de faire les faux souvenirs, mais les fameux faux souvenirs. Seulement, c'est des très très bons faux souvenirs. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que le vrai souvenir, il passait en boucle. Et même, il passait en boucle inconsciemment. Tu Oui. entendais le bruit d'une voiture qui freine, braf, tu as toute une partie du souvenir qui revient. Et tu sais même pas que c'est relié à cet accident. Parce que si la personne à côté de toi était morte et que tu avais 5-6 ans, tu as oublié ça complètement. Le nombre de fois qu'on soigne des gens qui étaient dans des berceaux à 2 ans dans la voiture et que papa et maman sont morts, bah, c'est vraiment étonnant parce que ces gens ne savent pas pourquoi ils sont phobiques de la voiture et chaque fois qu'ils entendent des vrombissements de voiture, ils sont terrorisés. Et donc, ensemble, on va les retrouver les souvenirs, on va leur permettre de retrouver les souvenirs. Et la PTR, comme tu sais, elle est belge, c'est peut-être son seul défaut, parce que comme tu sais sans doute en Belgique, euh, on dit souvent qu'il n'y a pas de prophète dans son pays, mais c'est au moins 2, 3, 4 ou si pas 10 fois plus vrai en Belgique. Tu as qu'à le voir avec beaucoup de gens. Ils doivent d'abord être gagner leur médaille en France, aux États-Unis ou ailleurs pour être reconnus par les Belges. Mais c'est vrai que l'approche Peter est à mon sens une des meilleures. Je compare avec beaucoup d'autres choses qui existent pour voir si je peux améliorer mes outils ou s'il y a mieux. Franchement, jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé. Et donc, ensemble, on va s'amuser avec ce que j'ai inventé, que j'appelle les anesthésiants. On va augmenter les anesthésiants pour pouvoir retrouver le souvenir. C'est vraiment étonnant parce qu'avec les anesthésiants, tout d'un coup, tu vas retrouver, tu vas par exemple t'envoler au-dessus de toi-même, regarder les choses. En fait, on va utiliser ces fameuses protections dissociatives. On va utiliser les phénomènes hypnotiques dans lesquels tu es emprisonné, hein, parce qu'ils se réveillent à chaque fois que. Eh bien, cette fois-ci, je vais te dire, bah, tiens, tu vas être le chef de ça. Je vais te demander d'augmenter ça. Que ce soit la douleur physique, que ce soit le fait de sortir de ton corps, que ce soit le fait de ne pas avoir d'émotion, ni de sensation, d'avoir l'impression d'être comme morte, etc. Et en fait, c'est très rigolo, c'est le premier cadeau que je te fais en quelque sorte, ou que tu te fais à toi-même 20 ans plus tard. Enfin, tu as du contrôle dessus, mais d'abord dans le mauvais sens. Tu vas d'abord les intensifier. Et en fait, tout à fait automatiquement, tout se met en place, et ça va te permettre évidemment de revenir à l'endroit où ça a été créé, puisque c'est au centre même de cet incident, de cet accident de voiture terrifiant dans lequel ils sont nés. Et là, tu vas arriver, et puis là, je te lâche pas, je te donne un coup de main et je te fais des propositions. Et je te dis, est-ce que tu peux changer ce que tu vois, le sang, est-ce que tu peux changer ce que tu entends,
Est-ce que tu peux changer les sensations? Tu me dis que tu as pris le volant ou tu es valsé dans une vitre ou je ne sais pas trop quoi. Et d'ailleurs, tu me dis, c'est vraiment étonnant parce que maintenant, plus tard, j'ai souvent une douleur exactement à cet endroit-là. Je dis, bah, ok, augmente un petit peu, elle aussi. Hein, augmente les sensations corporelles et puis augmente aussi les émotions. Et la terreur va foutre le camp parce que tu la maîtrises. Ça, c'est une invention belge qui s'appelle la psychothérapie du trauma réassociatif, l'utilisation des protections dissociatives. C'est juste un secret hallucinant d'efficacité. Et il faut savoir Alors, une donc, en chose. fait, pardon. Oui, Je voulais dire, vas-y, en fait, moi, je fais les liens avec d'autres choses, hein, puisque comme j'ai j'imagine. des personnalités qui viennent de milieux différents, donc j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des physiciens qui expliquent qu'en fait, on pourrait très bien changer le futur, en fait, en changeant le passé. Et c'est ce que tu proposes, en fait, inconsciemment, c'est de revivre le Oui, passé avec toutes les émotions qu'on a vécues et simplement de changer son regard dessus. je peux me permettre de te couper. Oui, oui, Le terme que tu viens d'employer n'est pas le bon. C'est dis-moi. revivre. C'est ce dont les gens ont le plus peur. Ils Ah ne oui, veulent surtout pas revivre, même à un niveau inconscient. oui, Tu n'as d'accord. pas envie de revivre l'accident. Par contre, Oui. on peut aller le revisiter à deux avec toutes les protections. D'accord, ok. Revisiter, voilà, oui, d'accord. Pour Revisiter pouvoir et transformer. avoir, oui, et le Parce voir que avec c'est un notre autre grande chance. regard. Pardon, on Oui, est décalé. Donc, avoir le regard avec quelqu'un qui est là pour t'assister et qui est là pour te rassurer sur ce que tu vas voir ou oui, 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 percevoir. c'est capital. Et dès que c'est trop, parce que tu t'imagines avec les survivantes, tu as une petite idée de ce qu'elles ont raconté, puis tu as plus qu'une Oui, petite idée, je crois, d'après ce que oui, tu m'as oui. déjà dit. Tu t'imagines bien que le nombre de fois que je dois leur proposer un moyen d'arrêter cette souffrance. Et c'est en faisant ça, tous les deux, qu'elle va voir qu'elle est vraiment rassurée et protégée. Et puis grâce à ça, hop, elle augmente de nouveau les anesthésiants et elle va un peu plus loin et les souvenirs reviennent. Et ils reviennent très vite. Et bien sûr, il y a des tas de gens très, très, je pense souvent mal intentionnés, pour essayer de faire croire au grand public qu'il y a 3 auteurs pédophiles très connus aux États-Unis qui ont tous les 3 essayé de faire croire au monde entier, et ça a marché, que les faux souvenirs étaient un problème bien réel. Alors qu'en fait, moi j'ai envie de te dire, j'ai 71 ans, je travaille depuis 2 ans, j'ai fait de l'hypnose à partir de 1982. Je pense que j'ai vu une personne une fois qu'on avait une psychose hystérique qui se racontait n'importe quoi. C'est ça. Mais sans ça, tous les autres viennent chez moi, ils me disent, je me demande, j'ai pas vécu des horreurs comme ça, parce que de temps à autre, j'ai cet élément-là ou cet élément-là. Et dans la grande majorité des cas, ils vont effectivement voir que tout ça tient bien la route, que ça faisait des années qu'ils étaient en souffrance. Maintenant, ils vont voir tout ce qui s'était passé. Et dans d'autres cas, il y a des gens qui disent non, je sais pas, moi, il y avait une ambiance incestuelle. Oui, mon père était un peu trop proche ou il ne me respectait pas assez. Et j'ai eu l'impression que peut-être il y avait pu avoir des abus. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il n'en est rien. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir 2 cas que les gens vont retrouver. Oui, c'est pas quelque chose, ou non, ça n'a jamais rien passé. C'est ça. Alors, tu as mis en place un petit manuel d'aide pour pouvoir déterminer si on a face à nous une personne qui pourrait être victime de faits de pédocriminalité, parce qu'on en parle de plus en plus. Bon, tant mieux, parce que c'est un sujet qui était tabou, et je vais dire, on a parlé parce qu'il y a Carl Zero qui a abordé vachement le thème. Pierre Barnerias Mhm. a abordé le thème, puis on a eu le fameux film aux États-Unis, euh, Sound of Of freedom, Silence, Freedom, oui, Son of qui silence, oui. voilà, qui a Je pas, abordé le oui. thème également, qui a abordé le thème. Mhm. Et là, maintenant, les personnes, on dirait qu'il y a une mémoire traumatique même, je vais dire globale, où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont vécu des traumatismes. Moi, j'assistais au visionnage du film en avant-première quand c'était à Bruxelles. Et quand les victimes, les survivantes, parce qu'elles n'aiment pas qu'on utilise le terme victime, et ça, c'est super chouette, et je l'ai compris aussi. À un moment donné, elles disent, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu la même chose? Et que la salle, tu Ah as oui. plus de 40 personnes qui se lèvent d'un seul Oh bloc. oui. C'est juste prenant. Enfin, moi, j'avais une émotion en sachant que Oui. moi-même, je veux dire, on a des Mhm. mémoires d'une manière ou d'une autre qu'on a vécu
une chose dans son enfance qui nous rappelle ça. Donc, Oui. à des niveaux totalement différents, mais on a tous vécu pratiquement quelque chose de cet ordre-là, malheureusement. Donc, on est dans une génération où ça a été très, très fort camouflé. Et maintenant, c'est en train, les paroles se délient. Et je trouve que c'est extrêmement important que des personnes comme toi créent des petits livres, parce que c'est 46 pages au final, hein, c'est un petit manuel pratique pour dire de déterminer si on a face à nous, si on se retrouve face à une personne qui semblerait être une personne qui aurait vécu cette situation, de pouvoir déterminer, trouver des petites astuces assez rapides pour pouvoir la soutenir. Il y a une coupure de son. D'accord. Tu es toujours là? Oui, oui. Voilà. Alors, donc, j'aurais bien voulu je vais montrer donc le petit manuel que j'ai enregistré. Alors, parce que je suis un petit peu… moi, comme on ne coupe rien dans nos vidéos, c'est toujours un petit peu… Voilà. Alors, nous avons un petit manuel que tu as écrit. Faut-il parler de ça aux enfants? Oui. Donc, ça s'adresse à des jeunes oreilles. Mm-hmm. Et alors, aux accompagnants, évidemment, de ces jeunes oreilles surtout, pour trouver des pistes d'action pour pouvoir les soutenir. Oui, et c'est vraiment pas un livre pour enfants. Hein. C'est un livre que les parents, voilà. la maman, la plupart du temps, a intérêt à utiliser. Ça s'appelle donc prévenir, détecter et gérer les abus sexuels. Gérer parce que tu vas voir le nombre de cas. Quand j'ai écrit ce bouquin il y a 25 ans, à l'époque, les statistiques, c'était un enfant sur 4. En France, avec leurs nouvelles recherches, ils disent un enfant sur 5. Et si tu parles aux nombreux thérapeutes qui ont l'habitude de soigner les traumas, ils vont te dire ça doit être beaucoup plus que ça, puisque on est tellement fréquemment amené à permettre aux gens de se souvenir qu'ils ont été abusés, puisqu'ils avaient oublié pour se protéger de la souffrance, sauf que la souffrance était malgré tout là bien présente. Donc ça, c'est gérer, et c'est essentiel que les parents sachent que faire, effectivement, si jamais l'enfant révèle quelque chose, à sa manière bien souvent. Détecter le bouquin sert effectivement lui aussi à permettre, quand les parents ont quelques doutes, d'aborder le sujet de manière protectrice, gentille, respectueuse avec l'enfant pour qu'il ose parler. Parce que notamment, tu as un petit chapitre qui s'appelle les cadenas. Et les cadenas, ce sont un certain nombre d'exemples très concrets avec lesquels font taire les enfants, que ce soit le beau-père, que ce soit le frère, que ce soit chez les cousins et les babysitters. Il y a quelques années, le numéro 1, le beau-père, qui s'intéresse à la dame, mais c'est surtout parce qu'il a repéré des enfants qui plaisent encore beaucoup mieux. Et aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai entendu, la présence numéro 1, c'est les babysitters, garçons, qu'on utilise de plus en plus. Et alors, ce qui est absolument étonnant, c'est que il y a tout un discours, et c'est le premier propos de ce bouquin, c'était prévenir. On avait travaillé 15 ans comme formateur pour les gens de protection de la jeunesse, SAJ, SPJ. 15 ans, toutes les semaines, on voyait avec eux des montagnes d'abus. Et le 3 quarts du temps, c'est des suspicions d'abus. Donc ta question, Anne, elle est très pointue, elle est très juste, elle est extrêmement justifiée. C'est comment faire pour essayer de repérer ça. Et il y a une première chose que j'ai envie de dire. Il y a 2 raisons pour lesquelles on n'aide pas souvent les enfants qui se font abuser à notre nez et à notre barbe. Il y en a 2. La première, c'est de penser que mon fils avec ma fille, on s'amuse bien, on fait du sport ensemble, il y a plein de confidences, il me parle, etc. C'est de penser qu'étant donné la bonne relation que j'ai avec mon enfant, le jour où ça va lui arriver, il viendra m'en parler. Ça, c'est le monument au bénéfice de la pédophilie. Et le deuxième monument juste à côté, c'est de penser que si jamais j'ai un pédophile dans mon entourage, je vais le repérer. Et c'est vraiment des illusions qui font que nous laissons
les mains libres aux pédophiles autour de nous. Et donc, dans ce petit bouquin qui existe depuis 25 ans, qui en a sauvé, mais des pas, mais plein d'enfants. Et tu sais, je reçois encore des années plus tard des gens qui ont un chant qui est publié à Toulouse par un éditeur, puis par un autre, et puis m'a publié à une ligne de publication très différente, alors qu'il la vendait bien, il me l'a rendu, sans même demander un franc. Tiens, c'est bizarre. Oui, effectivement, sa nouvelle ligne éditoriale est, paraît-il, axée principalement sur la franc-maçonnerie. Certains verront des liens. Moi, je ne sais pas. Je ne sais rien. Je peux juste dire, c'est ça, c'est des faits. Et donc, une fois qu'on se rend compte que c'est nous, parents, c'est nous, je ne suis plus un jeune parent, mes filles ont 30 ans, mais à l'époque, si je n'avais pas fait ce que j'avais fait, je me souviens très bien que mes deux filles, un jour, ont couru chez leur maman parce que on avait fait simplement une chose très, très évidente, non pas de donner des cours de perversité ou de pornographie comme certains manuels autour de l'Evras semblent faire l'apologie. Et ici, il faut vraiment distinguer les choses. C'est des parents sains, et il y en a beaucoup plus que des pas sains, sont tout à fait capables de parler de sexualité chouette aux enfants. Mais ils vont transpirer. Ils vont transpirer parce que c'est très dur de parler de sexualité à nos enfants et de leur parler d'une sexualité du niveau de leur âge. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et en fait, c'est très rigolo parce que tous les gens qui l'ont fait, beaucoup l'ont fait, pas mal d'entre eux m'ont dit, vous avez raison, hein, j'ai transpiré, jusqu'à ce que tout d'un coup, l'enfant me dise, ah oui, 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 c'est l'amour. Hein. Et effectivement, quand on dit aux enfants, vous savez, mettre le zizi dans la zette, hein, c'est quelque chose vraiment très chouette. C'est vraiment, c'est ça que les adultes appellent faire l'amour. Une phrase qui sera beaucoup plus grande, beaucoup plus grand. Et pour le moment, mais papa et maman, ou nous, tes parents, on l'a fait. Tu as trois frères et sœurs, vous êtes quatre. On l'a pas de fois, on l'a fait des milliers de fois. Parce que ça s'appelle faire l'amour. C'est une manière très d'action et de la tendresse. Et alors, on rajoute, tu sais quoi? Et si jamais il y en a un des deux qui n'a pas envie de le faire, eh ben ça c'est horrible. Alors c'est laisse-le. Et il faut voir le nombre d'enfants qui font. Ah, je comprends maintenant. Est-ce qu'on a violé l'enfant? Est-ce qu'on l'a agressé en expliquant? On lui a. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais il ne faut pas parler de ça tant qu'ils n'ont pas l'âge. Je dis franchement, quand vous êtes dans votre voiture, est-ce que vous vous interdisez de dire au gamin, le volant, ça s'est retourné à droite ou à gauche, et le frein, la pédale du milieu? C'est de la bêtise, ce monde. Parce que des parents bien intentionnés peuvent faire une prévention, mais en béton. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une culture dans laquelle on continue d'avoir un gros problème d'oser parler de sexualité et d'amour aux enfants. Alors qu'ils sont factuels et ils font ah bon, et ils sont tout contents. Et les parents transpirent, et puis tout d'un coup, les parents disent ah bon, il n'y a que moi qui transpirais, l'enfant il me dit ah ça c'est chouette. Et puis voilà. Et on remet les choses en place en disant ben, si jamais quelqu'un te fait ça, ou a envie de te faire ça, ou te dit des choses, viens nous en parler. Et pourquoi je m'énerve en disant ça? Pourquoi? Parce qu'on continue de faire croire que les enfants vont venir, on leur a donné des cours depuis 30 ans, je crois, sur ton corps, c'est ton corps. C'est ridicule. Et c'est marrant parce que quand on écoute ce propos, on peut le tenir, mais il est ridicule en soi. Parce qu'on dit oui, attention, il y a des gens qui aiment bien te toucher, et puis quand tu sens que ça ne va pas, de nouveau, c'est de la culture. Je ne peux pas parler de zizi et de zézette à mes enfants. Je ne peux pas appeler un chat, c'est tout. Et donc, ils évitent de parler de ce sujet-là. Et grâce à ça, comme me disait un ami, on fait le lit de la pédophilie. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est notre culpabilité, notre responsabilité dans le fait qu'on a un nombre incroyable d'enfants qui sont abusés et qui continuent de se faire abuser. Tous les thérapeutes qui sont efficaces dans le traitement des traumas, au début de leur carrière, ils ont la même stupéfaction. Comment est-il possible que cette petite fille, que ce petit garçon s'est fait abuser pendant 3, 4, 5 ans alors que maman était à côté, ou que son père, les parents étaient séparés et madame vivait avec un nouveau copain,
Et madame, comme je l'ai vu combien de fois, elle me dit, oh, c'est bizarre, hein, quand j'étais avec lui, hein, ah ben, à 9 heures du soir, je tombais au lit, hein, je m'endormais. Ah oui. Et puis, c'est vrai que maintenant, il est parti parce que ma fille a fini par m'en parler à 12, 13, 14 ans. Mais pendant toutes les années qui ont précédé, ah ben, il me donnait un petit Xanax dans mon thé du soir, et puis j'allais faire dodo. Et aujourd'hui, souvent, je demande ça aux gens en leur disant, à quelle heure vous allez dormir maintenant? Et Ah oui, avant, c'était c'était quelle heure? assez courant, ça? C'est quelque Ah chose de… ouais, ah oui, c'est vachement courant. Et ce qu'on trouvera peut-être avec un certain intérêt sur le site IMHB, l'Institut Ericsson de Belgique, il y a un article pour les professionnels, mais les parents ont le droit à avoir des informations, un article qui parle du nombre de cas de gens qui se font violer avec des drogues. Alors D'accord. effectivement, on en parle beaucoup depuis ici en Belgique, à Ixelles, le cimetière et ces boîtes dans lesquelles, visiblement, quelques personnes avait fait une entreprise de viol de jeunes femmes qui allaient à l'UNIF ou même plus tard. Mais ce que nous voyons dans notre pratique, quand on a les outils pour le faire, parce que c'est pas en parlant aux gens qu'on va débusquer ça, c'est en parlant bien sûr, mais c'est en ayant un travail au bon niveau, c'est on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enfants qui se font droguer pour être abusés par qui que ce soit. Et D'accord. alors, à ce moment-là, les dégâts sont énormes, parce que comme toujours, que ce soit la femme adulte ou la petite fille, c'est le corps qui capte. Certains diront Oui, oui, tout l'inconscient ou le système nerveux autonome. Et donc, ça les rend dingues, et ça leur fait un bien fou, enfin, de retrouver, de sortir de cette chimie pour retrouver ce qui s'est passé, et c'est surtout ça. sortir ensuite de la souffrance qui était restée là. Tu voulais dire des choses, mais je suis un peu bavard. Ah non, mais je te laisse mais complètement parler parce que bon, voilà, tu vois, ça se passe très bien. Je veux dire, et je me doutais bien que ça allait bien se passer. Donc, en fait, effectivement, on se rend compte alors qu'il y a vraiment des stratagèmes qui sont mis en place dans les familles. Oui, Alors, on parle des familles, c'est là où tu remarques le plus d'abus, ou alors est-ce que c'est plus en famille et on se tait? Parce que bon, tu sais, c'est ce que je pensais, un enfant qui se fait abuser, il y a la déception aussi de dire, quand tu vois que je veux dire, maman ou papa a une relation sereine, entre guillemets, avec la personne, et que mmh. toi, tu dois aller foutre le bordel, entre guillemets, en allant dire que cette personne t'a fait du mal. Moi, j'ai ce souvenir qu'on ne m'a pas toujours cru quand je disais certaines choses. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant et que déjà, ne te mêle pas des histoires des adultes. Donc, tu vois, tu as déjà cette peur d'oser dire déjà en temps normal quelque chose, surtout que nous, on était dans un comment dire, une génération où on était extrêmement prude. Hein, je veux dire, Mmh. le fait d'aimer son enfant, on n'avait peut-être pas les mêmes habitudes qu'à l'heure actuelle. Maintenant, on montre un peu plus qu'on aime son enfant et il y a peut-être un peu moins de tabous, mais à notre époque, enfin, moi j'ai 46 ans, je sais qu'il y avait énormément de tabous chez mes parents. Hein, donc on ne pouvait pas aborder non plus tous les thèmes facilement. Donc effectivement, quand tu abordes un certain thème, et que tu sais que tu vas mettre à mal la famille, on te le dit, hein, tu vas mettre à mal la famille. C'est ce que tu ressens, c'est ce qu'on te dit, c'est sous-entendu, donc tu ne vas pas plus loin en fait au final. Tu as Mais tu vois, remarqué ça? tu parles, oui, tu parles du tabou. Moi, c'est ce que j'appelle la culture. Si, comme tu dis, dans ta famille, comme dans beaucoup d'autres, on ne parle pas du sujet de la sexualité, on est mal pris. Mais tu soulignes un point qui est, mais l'enfant, quand un jour il se rend compte que c'est pas autorisé, parce que ça commence par ça, hein, la plupart des pédophiles que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion de causer, notamment avec des thérapeutes qui travaillent avec eux, ils te disent très clairement, si tu veux avoir la paix avec un enfant, tu en commences à en abuser avant 4 ans. Ça veut donc dire que c'est le pédophile qui donne cours sur ce que on pense de la sexualité. Il dit, c'est notre petit secret, c'est gentil, c'est plein d'amour, il faut pas le dire aux autres. Donc tu as un enfant qui est coincé avec le personnage, l'abuseur, et les autres. Et comme il a défini la sexualité, et que les autres, la maman, n'a pas lu mon petit bouquin, Elle n'a elle n'a pas pas appris. prévenu, ah ben l'enfant, il se fait avoir. Ça, c'est une des choses. Mais dans le petit chapitre que j'avais annoncé tout à l'heure, je me suis laissé emballer par mon enthousiasme, il y a un chapitre qui s'appelle les cadenas. C'est le Oui. terme que j'ai employé pour décrire toutes les manières avec lesquelles les pédophiles menacent l'enfant. Si tu le dis, je te tue. Moi, j'en ai vu une gamine, par exemple, qui avait attrapé le cancer parce que son papa, très gentiment, dans une sorte de garage séparé de la maison, dans le jardin, abusait de sa meilleure amie en présence de sa fille et il aimait beaucoup les armes.
Et il montrait ses revolvers et tout ça, et il se faisait faire des tas de trucs sexuels par l'amie de sa fille. Et il disait simplement aux deux filles, oui, si jamais vous dites, je devrais peut-être aller en prison et alors je vais me tuer. Tu vois l'élégance, tu vois le côté complètement pervers et tordu qui est tout de Culpabilité. suite déconnecté. Si la maman l'avait dit, la gamine s'est retrouvée avec un cancer à 12-13 ans quand je l'ai rencontrée. Donc tu t'imagines l'horreur de ça. Et les cadenas, c'est si tu parles, je tue ta mère, ou je tue tes parents, ou je tue ton. Je me souviens d'un père qui avait repris le Kobe de la petite jeune fille. Elle était aux toilettes, elle ne voulait pas sortir pour aller à des soirées avec son cher papa. Il a pris le Kobe, c'était un hamster en vérité, il l'a pris et il l'a poignardé sur la porte de la toilette dans laquelle la fille s'est enfermée. Tu as plein de choses, plein de manières qui fait que quand les gens ne peuvent pas se permettre de juger sans savoir. Ce petit bouquin, il est tout petit, il coûte 3,90 € en e-book. Hein. C'est pas avec ça que vous devenez riche. On ne peut pas dire que je ne pense qu'à une chose, c'est à l'argent. Moi, c'est l'inverse. C'est pour ça que je l'ai mis en espagnol, en français, en arabe, et il sera bientôt en anglais en tout cas, et peut-être en russe et en flamand bientôt. Mais dans toute cette série de menaces, quand tu as un enfant en bas âge, tu comprends bien qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de fermer sa gueule, sauf si maman a prévenu et qu'elle a expliqué et qu'elle n'a pas eu peur simplement de passer ce qui semble être un Rubicon émotionnellement, parler de sexualité à mes enfants. Mais faites-le gentiment. Et à la fin du bouquin, il y a une dame qui a eu la gentillesse de retranscrire la manière avec laquelle elle avait parlé à ses deux filles et dont toutes les deux se faisaient abuser par leur grand-père, qui n'était pas le père de la dame, mais le père de monsieur. Monsieur n'était pas au courant que son père abusait de ses filles et lui n'avait jamais été abusé parce que son père était un pédophile pour les filles hétéros. Mais tu as des pédophiles homo et puis tu as des pédophiles à voile et à vapeur. Donc, je veux dire, tout est dans la nature. Le nombre de fois que j'ai vu des magistrats placer la gamine qui avait fini par dévoiler, et souvent ils font l'erreur en français de dire avouer, je t'imagine. Le terme avouer, c'est le terme réservé à celui qui a fait quelque chose. Hein. Mais donc souvent les magistrats, ils ne sont pas à une erreur près, c'est tant pis. Et donc on protège la gamine, par exemple, si tant est qu'on la protège en la mettant dans une institution, surtout en ne parlant pas de pourquoi papa est en prison, éventuellement, si jamais il est allé, on laisse les enfants, mais dans un vide explicatif, mais total. Et tu vois ça dans les écoles, quand tu as une gamine qui s'est fait abuser, parfois je me souviens d'une gamine qui avait 1 an ou 2 de plus qu'un gamin qui était à l'école gardienne, il lui tapait dessus et il lui fait une fellation. Mais malheureusement, c'était la répétition du spectacle pour la fin d'année. Et au moment de cette fellation d'un petit gamin de 4 ans qui abuse d'une gamine de 7 ou 8, oups, le rideau s'ouvre parce que la répétition va commencer. Et c'est comme ça qu'on l'a vu. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais comme d'habitude, hein, comme un cadre. On a renvoyé le gamin, on n'a rien fait de particulier, on n'a pas profité de ça en classe pour parler de sexualité chouette, on n'a pas profité de parler. Les psychologues sont toujours là à parler, mais quand il faut parler, ils ne le font pas. C'est vraiment le moment. Et c'est pour ça que nous, les parents, nous devons dépasser ce retard culturel. Il faut vraiment se rendre compte. Hein, moi, je me souviens à l'époque où derrière les voitures d'un journal quotidien belge, ils étaient marqués Sauver nos enfants. Ben, c'était pour Julie et Mélissa. Mais à qui s'adresse-t-on? Que croit-on, même si les gens de l'État étaient honnêtes en Julie et Mélissa, ce dont la majorité des Belges savent bien que c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on essaye de demander à une autorité, même si elle est bien, et il y en a parmi eux qui sont très bien et corrects, mais pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible de demander à quelqu'un d'autre de protéger nos enfants de ce genre de choses. Alors que c'est si simple, tellement simple à faire. C'est juste quelques gouttes de frustration. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'en fait, on est dans une société où on nous a déresponsabilisés. Nos enfants sont à l'école assez rapidement. Donc, il faut se dire que si l'État, et on s'en rend compte, l'État l'État ne veut pas nécessairement le bien de la société, ça, on s'en est bien rendu compte. C'est un outil
qui est mis en place effectivement pour éloigner les parents de leurs responsabilités. On a et la télé, les réseaux sociaux, etc., où les parents sont déjà dans leurs réseaux sociaux au lieu de s'occuper de leur famille. Ils sont obligés d'aller travailler, les grands-parents sont obligés de continuer à travailler beaucoup plus longtemps, et on met notre responsabilité d'éducation dans les mains d'institutions qui sont dirigées par des gens corrompus. Alors là, on va peut-être rebondir justement sur ce côté Evras, parce que comment on s'est rendu compte qu'il y avait des parents qui étaient, entre guillemets, démissionnaires ou qui ne se sentaient pas le cran de pouvoir discuter de ça avec leurs enfants parce que culturellement parlant, on n'a pas été habitué. On a mis en place des systèmes d'éducation, comme tu dis. Moi, je me souviens, hein, tu parles il y a 30 ans d'ici, un peu, oui, 35 peut-être, je sais pas, mais je me souviens de Mon corps, c'est mon corps. Cette histoire d'Amélia, c'était un petit film qu'on passait à l'école sur une gamine qui avait été accusée. Donc, j'en ai encore le souvenir, hein, pour te dire à quel point ça m'a travaillé. Et qu'à l'heure actuelle, ben maintenant, on a mis le système Evras. Le problème, c'est que quand on dit que Evras, on est contre, je veux dire, c'est parce qu'il y a une raison valable, évidemment, qu'en analysant, je veux dire, l'auteur d'où on a tiré les idées et qu'on se rend compte que Kinsey n'a rien à voir avec l'éducation des enfants, mais qu'il était un pervers notoire, là, il faut se poser des questions. Et puis alors, il y a aussi la mesure de la base, elle est déjà biaisée, donc sur l'éducation sexuelle qui est assez pervertie. Et puis alors, à côté de ça, on demande à des gens étrangers à l'école, donc qui ne sont pas obligés d'être en présence d'un instituteur, pour venir parler de sexualité à tout le groupe une fois, alors que chaque enfant est un être individuel qui n'a pas du tout les mêmes points de compréhension. Il y a des enfants qui connaissent la sexualité à 12 ans, il y en a d'autres par contre qui attendent plus tard avant de l'avoir. Donc, comment agir, toi, en tant que spécialiste des abus? Comment tu pourrais conseiller, je veux dire, est-ce que c'est bon de généraliser et de faire un peu comme les médecins, on a généralisé certains traitements en ne cherchant pas à savoir à titre individuel si c'était adapté à chaque personne. Est-ce que c'est une bonne manière d'agir? En tout cas, une chose que, comme tu soulignes bien, c'est quand même très curieux qu'on demande à des professionnels d'agir en dehors de la présence du professeur. Et moi, je rajouterais simplement, si on voulait qu'une information sur la sexualité aux enfants soit acceptable, elle aurait dû, dans ce cas-ci, ce n'a pas été le cas, être discutée par tous les professionnels qui, en Belgique, travaillent sur ce sujet depuis des années. On se serait aperçu aussi qu'il y a des choses qu'on peut dire et qu'on doit dire aux enfants et aux ados, parce que ça ne se passe que 2 fois, en primaire et dans le secondaire. Et j'ai demandé autour de moi à deux psychologues qui font ces approches Evras, et je suis assez étonné que, comme souvent, les Belges ont toujours une assez bonne réaction et sont des gens qui pensent de manière personnelle. Aucun de ces deux m'a dit, mais moi, tu sais, le bouquin de 500 pages, je l'ai pas lu. J'ai vu qu'il y a des endroits qui sont vraiment à mourir, qui sont tout à fait inacceptables, mais on travaille jamais comme ça. Et c'est vraiment amusant parce que ils ne suivent pas du tout les conseils qu'on leur donne plus ou moins. Il est clair aussi que devant les manifestations qui ont eu lieu, la ministre a fait un peu marche arrière sur un certain nombre de choses, m'a-t-il semblé. Mais personnellement, pendant des années, j'ai essayé de faire en sorte que le petit bouquin, faut-il parler de ça aux enfants, entre à l'école. Et tu devais voir la levée de bouclier, hein, même, et c'est une autre chose qui est très intéressante à remarquer, si tu fouilles dans Evras, dis-moi un peu, à quelle page, à quel chapitre, tu trouves des informations pour les enfants sur comment se protéger de la pédophilie. Est-ce qu'on parle seulement du pédophile? C'est vraiment, c'est vraiment tordu, de chez tordu. Je vais dire, c'est un manuel d'apprentissage sexuel, mais pas un manuel pour se préserver d'abus sexuels. C'est là la différence. Non. Et il n'a pas l'air d'être adapté à l'âge de l'enfant, surtout. J'ai eu l'occasion de parler avec Biléran, qui m'a renvoyé chez un médecin qu'elle aime beaucoup, qui est monsieur Bruno, Régis Bruno, qui est un vieux médecin, qui m'a dit qu'après avoir lu mon bouquin, qu'il aurait aimé l'avoir eu il y a 25 ans. Il y a 20 ans, je lui ai dit, c'est dommage parce qu'il était déjà publié il y a 25 ans. C'est dommage que vous ne l'ayez pas trouvé. Parce qu'il disait, moi j'adore ça. J'ai trouvé ça génial et d'une simplicité dingue.
Et effectivement, c'est vraiment très, très, très efficace. Et en plus, beaucoup de parents vous diront, mais c'est chouette au moins, parce que quand j'ai parlé de sexualité à mes enfants très jeunes, qui ont trouvé ça tout à fait normal et actuel, ah bon, c'est comme ça, les zizi dans la zézette. Quand on prend les manuels qu'on donnait aux enfants dans les années 60, c'est très amusant. Ça témoigne tout à fait de la culture coincée qui évolue, hein, beaucoup. Tu l'as mentionné, grâce, je dirais, grâce aux médias, grâce à Epstein, à Weinstein, à toutes ces crapules qui tuent les enfants, mais dont les médias, ou certains d'entre eux, sont bien obligés de parler. Et en fait, c'est comme ça depuis quoi? Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des MeToo, des balance ton bar, balance ton porc et toutes sortes de choses comme ça, qui font vraiment évoluer la culture, c'est-à-dire au sens collectif. Les gens commencent à parler plus de ça. Et les enfants traînent souvent à la télévision à 7 heures ou à 20 heures et ils peuvent entendre les news dans lesquelles on parle de ça. Ce sujet est beaucoup plus révélé. Et ça, c'est une des grandes chances pour les générations qui arrivent. Mais pour moi, les parents peuvent aller beaucoup plus loin pour vraiment faire en sorte qu'ils soient tout à fait vraiment protégés. Et, et donc, effectivement, moi, les psychologues que j'ai vus qui font ces trucs d'Evras, ils le font à leur manière et très intelligemment. Une chose qui m'a beaucoup étonné, j'avais aussi des idées un peu arriérées. Ils me disaient, oui, mais on parle de, comment est-ce qu'ils appellent ça, où ils font des photos de même tout nu, là. Comment ça s'appelle encore? Des photos de... Des nudes, c'est ça, ils traduisent ça Ah en oui, oui, anglais. c'est ça, oui, oui, tout à fait, Oui. oui, les nudes. Oui, oui, j'ai des Et photos alors, de c'est très intéressant parce que ce thème-là, il l'aborde dans le secondaire. Et quand je demandais à ces deux personnes qui, tous les deux, faisaient notamment de la prévention, enfin de discussion sur la sexualité dans le secondaire, ils disaient que c'est absolument étonnant. Le nombre de jeunes qui le situent aux alentours de 70% qui faisaient ça. Et alors, leur conseil était extrêmement pragmatique. On aurait dit que c'était des vrais Belges. Il disait, écoutez, si vous faites des nudes, on ne peut pas vous en empêcher. Mais franchement, dès que mademoiselle va tromper monsieur, mademoiselle va se retrouver à poil sur Facebook et tout ça, c'est là que vous allez rigoler. Franchement, vous pouvez lui envoyer une photo d'un sexe pris dans un bouquin porno. Vous pouvez, si jamais vous avez envie de montrer vos jolis attributs, soyez bien sûr que vous soyez méconnaissable et même que le couvre-lit et que les photos à votre mur ne soient pas visibles sur la photo. Donc, moi, j'ai trouvé ça chouette comme tout. Tout d'abord parce que je ne savais pas du tout que c'était une maladie tellement répandue, que c'était un truc qui se fait beaucoup, et puis que les gens, au lieu d'être dans la moralisation, ils étaient tout à fait concrets et très appliqués. Je me suis dit, bien, j'aurais mieux fait d'entendre parler de ça plus tôt parce que c'est quand même assez sain, c'est intelligent, c'est vraiment pas bête. Et donc, tout ce qui était les histoires pornographiques et tout ça, aucun d'eux ne m'a dit qu'il faisait ça. Euh, Surtout pas, quoi. Vraiment pas. Et alors, ces histoires de masturbation et de fellation, de description, même de sodomie et tout, ils disent, ça va pas la tête, ils auront bien le temps pour apprendre tout ça. Il y a tellement de chouettes choses à dire par rapport à la sexualité. Et je trouve personnellement qu'il y a quelque chose à faire. Mais justement, cette discussion, l'État nous l'a volée. Elle n'a pas questionné grand monde. Il y a des tas de gens qui travaillent dans le domaine. Voilà, c'est ça, d'utiliser des gens qui sont dans le milieu, effectivement, pour savoir les besoins réels sur terrain qu'on demande. Eux, ils ont prévu de faire un manuel sans en parler à qui que ce soit. Alors moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que les personnes qui viennent dans les écoles, il n'y a pas que des thérapeutes, bien évidemment, il y a des ASBL et des ASBL qui ont plutôt pignon sur rue sur des libertés sexuelles tout à fait différentes, comme des mouvements LGBT. Donc je sais que sur la région liégeoise... Ah, c'est vrai? Ah oui, oui, mais moi, écoute, je suis là pour balancer, donc de toute manière, moi, je ne me fais pas d'amis et je m'en fous de m'en faire. Mais je veux dire, quand tu sais qu'une association comme Arc-en-Ciel à Liège,
qui est quand même réputé pour être un mouvement, enfin, qui est une association dans les mouvements LGBT, se permet de venir dans les écoles pour venir parler de la sexualité, là, ça commence à me poser vachement problème parce que c'est pour moi, c'est pas une sexualité naturelle, c'est une sexualité qui est déjà ambiguë. Alors, je ne dis pas que ça ne doit pas se faire. Tout le monde est libre de faire sa sexualité comme il en a envie et comme ça le chante. Mais de là à ce que ces personnes qui ont déjà une sexualité qui est hors habituelle, entre guillemets, peut-être hors naturelle, je ne sais pas, enfin, soit peu importe, on le décrit comme on veut, viennent dans les écoles pour aborder un thème qui, pour moi, ce sont déjà des minorités au niveau sexuel qui viennent aborder des thèmes dans des lieux où normalement, logiquement, la sexualité courante, c'est hétéro, et là, ce ne sont pas des personnes qui ont cette habitude-là. Donc pour moi, ça me dérange, effectivement. Oui, pour moi, ça peut être mentionné parce que c'est la réalité, et puis c'est comme ça. Hein. Je trouve qu'on peut parler d'homosexualité, mais on ne va pas en faire un fromage. Par contre, ce qui devrait être totalement interdit, c'est de promouvoir les changements de sexe. Hein. Tu ne te sens pas bien dans ta peau de fille, t'inquiète, tu vas pouvoir devenir un garçon ou inversement. Ça devrait être tout à fait interdit. Mais Gérald, oui, rembourser. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau et qu'on se rend compte maintenant avec du recul aux États-Unis qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent. Je t'entends plus. Le son est coupé. Le son est coupé. Oui, j'ai vu. Tu m'entends là? Oui, maintenant ça revient. Oui, je ne sais pas pourquoi il s'est coupé, pourtant j'avais touché à rien. Mais en fait, c'est pas grave. Donc il y a beaucoup de jeunes qui reviennent en arrière, donc sur leur transition, parce qu'ils l'ont fait beaucoup trop jeune, qui n'a pas été dans le cas, et moi je parle pour n'importe quel jeune, même moi, je veux dire, j'ai embrassé ma copine pour savoir ce que c'était d'embrasser quelqu'un. Et c'est pas pour ça que je suis lesbienne. C'est que quand on est adolescente, on ne se connaît pas suffisamment, il y a les hormones qui travaillent, il y a tout qui est bouleversé. Et puis, à ce moment-là, on se retrouve qu'on est en train d'induire des pensées de doute sur notre sexualité, alors qu'en fait, on n'est pas en âge de le savoir. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ton travail. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça devrait être tout à fait interdit d'aller parler de changement de sexe. Et puis, s'ils veulent vraiment parler de changement de sexe, qu'ils parlent de l'état dans lequel les gens, qu'il faudrait parler du nombre de suicides qui découle de ce genre d'intervention. Et personnellement, il y a 2 ou 3 États aux États-Unis qui interdisent aux médecins de faire ce genre d'intervention avant tel âge. Ça, c'est clair qu'il faudrait vraiment légiférer ça de manière beaucoup plus sécurisante pour les jeunes qui, comme tu disais, n'ont pas encore défini leur orientation sexuelle. Et puis voilà. Alors, tu as également fait un autre ouvrage. Donc, ce petit livre, tout le monde devrait, en tout cas, qui travaille dans le milieu, je vais dire, en association avec les enfants, donc tous les milieux de prévention, ou alors dans les écoles, les institutrices, je pense qu'elles devraient être amenées à avoir ce bouquin quand même pour pouvoir détecter si un enfant est mal. Ah oui, encore une petite chose qui m'intéressait aussi, quand je te dis globalement, on ne peut pas s'adresser dans une classe globalement à des enfants, c'est comme si on disait, à tel âge, Papa Noël n'existe pas. Ça veut dire que tous les enfants de la classe doivent être au même niveau, Papa Noël n'existe pas. Ça veut dire qu'un enfant, par exemple, de 6 ans, il y en a qui, jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, etc., vont croire encore au Père Noël, alors que toi, tu imposes dans la classe de se dire, tiens, on va traiter tous les enfants de la même manière, on va leur dire clairement, Papa Noël n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que là, on a aussi une erreur. C'est de mettre tous les enfants sur le même pied d'égalité. On a des enfants qui sont à des niveaux différents au niveau sexualité. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent également de, si l'enfant pose une question, cette fameuse petite boîte aux lettres qu'on met à un endroit un peu plus hors recul où l'enfant peut s'adresser? Moi, je sais que les centres PMS faisaient ça. Ils avaient une boîte aux lettres, tu mettais un petit mot dans la boîte aux lettres et on te contactait. Oui, l'idée. Mais personnellement, je ne suis pas contre une information en rapport avec la sexualité pour les enfants, mais si elle était bien faite et pas inspirée de ce manuel qui a été fait par l'OMS. Moi, je l'ai lu en anglais, là, il avait été édité d'abord à Genève. Et il y a des choses juste catastrophiques. Je pense que ces gens iront sans doute en prison un de ces jours. On ne peut pas faire ça, c'est tout à fait fou. Et par contre, il est grand temps que les gens réagissent plus et fort et radicalement. Il y a des tas je ne vais pas les citer de quel coin, mais il y a des directions
qui s'opposent tout à fait à ce genre de choses-là. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut dire stop à cette organisation crapuleuse et toxique. Alors donc, est-ce que tu penses que ce serait vraiment une volonté peut-être de l'État aussi de pouvoir légiférer sur la sur la pédophilie? Donc, est-ce que par ce biais-là, insidieusement, on n'encouragerait pas justement à dire, tiens, on a donné de l'information à vos jeunes, ils savent ce que c'est la sexualité, ils savent comment ils doivent la gérer. Alors, quand tu auras un pédophile, ben, excuse-moi, mais tu n'as pas donné ton consentement. Tu as donné ton consentement implicite parce que ben, tu as été à l'école, on t'a donné des cours, et pourquoi tu ne t'es pas plainte, etc. Tu vois, est-ce qu'insidieusement, on ne favorise pas le terrain des pédophiles en donnant ces cours-là? Je te pose la question. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens, et encore moins dans la tête des gens de l'État. Je ne sais pas s'ils ont une telle intention, mais en tout cas, on est en train de faire des choses qui ne sont pas admissibles parce que ni les parents, ni les professionnels sérieux n'ont été consultés à tous ces propos. Et je pense qu'il faut faire marche arrière avec ce joli livre. Il en fait 500 pages. Je ne sais pas si tu imagines. 500 pages, un bouquin de 500 pages que personne ne lit d'ailleurs, ou à peu près. Il faut revenir en arrière et il faut réfléchir. Et il y a des tas de points qui doivent tomber, comme le changement de sexe et des histoires comme ça, les masturbations. Non, il faut revenir en arrière. Mais par contre, là où je serais beaucoup plus radical, je ferais vraiment, et c'est ça qui, moi, m'interpelle très fort dans ces trucs, je n'ai vu nulle part des propos visant à faire en sorte que l'enfant apprenne à se protéger des pédophiles. Alors effectivement, on peut déduire que peut-être il y a une intentionnalité là derrière. En tout cas, je trouve assez étonnant que on se passe à côté. Encore une petite chose. Alors, encore une petite chose, Gérald. Moi, ce qui me surprend en tant que maman, c'est que j'ai remarqué que pendant la période de la crise sanitaire, on a été là pour censurer au maximum ceux qui osaient aller à l'encontre du diktat global, et que donc on peut très bien censurer, je veux dire, des gens qui ne sont pas dans la même idée que le gouvernement. Par contre, censurer des pédophiles sur le net, on ne le fait pas. Censurer comment tu expliques ça? Donc on a les outils pour censurer, mais le problème c'est que ça s'est fait pas nécessairement sur les personnes adéquates. Est-ce que là, de nouveau, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui est ambigu? Oh, ça va être ambigu, mais je ne sais pas bien comment répondre à ta question. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce qui se passe sur le Darknet, ou si c'est possible ou pas. Je ne suis pas encore allé, je n'irai sans doute jamais. Je ne sais pas si, il n'y a pas que sur effectivement… le Darknet, non, je ne sais pas. J'ai pas vu beaucoup de trucs pro-pédophiles. J'ai pas vu beaucoup de trucs pro-pédophiles sur Facebook ou quoi. Non, c'est des images, parfois des images, je veux dire, qui sont tendancieuses et qui sont libre accès. Moi, je suis inquiète parfois quand je vois Netflix, où on se retrouve avec des séries de télévision où on a de nouveau ce mouvement wokiste qui revient en avant sans arrêt, donc les minorités, et de nouveau du martelage. Quand on sait que même les dessins de Walt Disney changent leur philosophie et qu'il faut qu'on change, il faut qu'il y ait la Reine des Neiges qui soit lesbienne absolument, parce qu'il faut rentrer dans les cases où on nous dit qu'il faut pouvoir parler des personnes minoritaires. Est-ce que c'est une bonne manière de protéger nos enfants? Ça, je n'en sais rien. Ça m'en a pas l'air. Mais j'entends qu'ils ont fait demi-tour chez Walt Disney là maintenant. Hein. Ils n'ont pas eu trop le choix. Vous avez moins et voilà, c'est amusant de voir comme ici, c'est vraiment marrant de voir ici comme en Europe, on est en arrière hein, avec ce qui se passe aux États-Unis. Parce que quand tu vois les réactions qui ont lieu là-bas, elles sont beaucoup plus fortes. Ouais. Évidemment, en plus, depuis qu'il y a Trump et ses copains, ça va changer. Là, il leur promet des fameuses fessées, dirait-on. Je suis étonné de la manière avec laquelle en Europe, on est bien en arrière sur toutes ces choses. Moi, si tu savais que pendant 25 ans, combien de fois j'ai essayé de proposer ce bouquin. Et ça doit être distribué gratuitement dans les écoles. Hein. Ah oui, il pourrait. Mais si tu voyais, par exemple, qui avait été distribué, c'est Mimi Cactus, la Mimi Hérisson,
à l'époque du trou. Mais quand tu lis ce bouquin, mais c'est une merde, ça vaut rien. Il ne corrige pas les erreurs essentielles. C'est nouveau, c'est si on fait quelque chose à ton corps et que tu n'aimes pas, ben tu peux le dire. Et il n'y a rien de clair. On passe à côté du Rubicon. Tu peux aimer. Tu peux aimer, ça ne veut pas dire que ce soit juste. Je veux dire, un enfant peut avoir des sensations mécaniques, comme tu disais, et même des sensations d'aimer la situation qu'il vit, parce que pour lui, c'est naturel, mais en fait, au final, on l'a tellement manipulé que pour lui, c'est une logique que ça me fait du bien, donc je ne vais rien dire, puisque c'est ça le propre. Non, c'est pas ça. Oui, non, mais je comprends bien ce que tu dis. C'est le nombre de fois qu'on doit soigner en thérapie des gens qui ont un trauma très, très profond, parce que précisément, quand ils étaient enfants, l'abuseur, l'abuseuse s'est amusé à créer les érections qui viennent tout de suite chez les gamins et le quasi-orgasme, parfois l'orgasme très très tôt, simplement parce qu'il stimulait encore et encore. Et alors le pédophile, en fait, il fait ça parce que la distorsion cognitive du pédophile, c'est d'aimer, penser que l'enfant aime ce genre de choses. Donc il lui fait des sensations qui sont, on fait ce geste agréable, mais tout le contexte ne l'est pas. Et alors, pour travailler ce genre de choses, j'ai mis une technique au point qui permet vraiment de soulager ce genre de choses, parce qu'il y a une immense confusion qui s'installe dans la tête du gosse. Et tu as des gens qui se mutilent et des machins comme ça, ou qui se frappent le sexe et qui se frappent dans la vie en général et qui se mutilent en réponse, en punition du fait d'avoir eu des sensations dites agréables. Oui, c'est ça, la culpabilité mélangée au fait qu'ils savent que c'est pas logique, mais bon, à côté de ça, ils sont complètement en dissonance. Oui. Alors, je vais aborder, oui, sauf si tu as encore quelque chose par rapport à ça, mais je voulais aborder ton autre livre que tu m'as partagé, qui Lequel? Parce qu'il y en a 3. La vengeance du jaguar. Il y a la vengeance du jaguar, oui, ça c'est l'autre. Alors, donc, il y a surmonter le traumatisme. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu. Ça, c'est un roman, oui. Oui, c'est sous forme de roman. D'accord. C'est sous forme de roman, tu l'as dit. Les gens vont être en général passionnés parce que l'histoire est très belle. C'est une belle histoire d'amour et d'amitié de jeunes qui vont, avec un gars plus âgé, un prof, réussir à sauver une petite fille d'un réseau. Et ils vont faire la thérapie Péter. En fait, la petite jeune femme va réussir à faire ça, va permettre à l'enfant de retrouver les souvenirs et de vraiment même retrouver qui est l'abuseur qui était proche, en fait, et qui l'a emmené du Venezuela en Belgique à l'époque. Et là, c'est un road movie. Les gens disent, mais c'est un film, ce truc, c'est une BD. On n'arrête pas de passer d'un endroit à l'autre. Et il y a plein de rebondissements. Et effectivement, on frôle le milieu pédophile de l'élite, soi-disant élite. Et donc, je ne sais pas si tu vois qui est Cérid, qui est la personne qui est responsable de Adonde Vamos, le blog, qui a fait une critique de ce bouquin. À l'époque, c'était il y a déjà longtemps, c'était en 2018, je crois qu'elle avait fait ça. Elle disait, en tout cas, elle disait un truc, c'est en lisant ce bouquin, on sait que ce bonhomme-là, il sait de quoi il parle, parce qu'effectivement, des victimes qui ont survécu à ça, j'en ai eu un paquet. Et puis, forcément, ces victimes-là m'ont appris le who is who en Belgique et en Suisse et un peu partout, de ces gens qui s'amusent à violer les enfants, à les torturer, à les exécuter, en gros, en s'amusant très fort. Et forcément, ça doit être des faux souvenirs pour faire plaisir à ce pseudo-journaliste qui se tentelle, et pour tous les autres copains pour lesquels il faut vraiment mettre les pendules à l'heure. Oui, ça existe. Et ce roman, c'est ça. Et donc, cette petite demoiselle va être sauvée. Et il y a une histoire tout à fait palpitante dans laquelle, grâce à du chamanisme, en fait, ils vont faire une vengeance magique, puisque jusqu'à présent, les vengeances contre ces gens-là sont extrêmement compliquées, puisque, étant donné les pouvoirs qu'ils ont, ils sont plus ou moins plus forts. Mais on dirait que c'est en train de changer vachement. Hein. Il faut se mettre à l'anglais et puis écouter tout ce qui se raconte sur X ou des machins comme ça, pour voir que ça va souffler très très fort, et ça continue de souffler très très fort. Enfin. Et là, c'est un message d'espoir pour toutes ces victimes. Alors moi, j'avais envie de dire aussi que malheureusement, les victimes ne sont pas souvent reconnues par la justice.
Et c'est une honte. Hein, moi, je suis vraiment outrée par ça. Par contre, nous, on a le pouvoir de les reconnaître en tant que, en ayant été abusées, qu'elles puissent être reconnues par la société d'une manière ou d'une autre, en libérant la parole et en acceptant que ça soit fait. Parce que le fait de ne pas accepter que ça soit passé, pour moi, c'est inacceptable parce que la victime ne peut jamais se reconstruire. Si tu ne peux pas dire à une personne, tu as vécu réellement ce que tu as vécu, je pense que la personne ne pourra jamais se reconstruire. Donc ici, nous avons un devoir. Ça rejoint ta première question. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les gens qui ont été violés et abusés? Et là, c'est vraiment un truc très intéressant. On avait répondu en partie par le fait qu'il y a beaucoup d'amnésie, que les gens ont mis ça de côté, mais il y a aussi le fait que quand tu essayes de faire parler quelqu'un qui a vécu ça, hein, en pensant, c'est un peu une vache sacrée dans le monde de la psy, hein, parler, ça fait du bien, mais c'est tout à fait faux. Ce qui est juste, c'est qu'effectivement, la personne puisse dire, au secours, j'ai vécu ça, mais dès qu'elle commence à parler, tu fais en fait, tu la plonges dans ce qu'elle est déjà, c'est-à-dire dans son hypnose. L'hypnose devient plus forte, et c'est-à-dire et les souvenirs deviennent plus forts. Ce qui fait que le papa et la maman qui éventuellement pensent que, eh ben effectivement, c'est lui ou elle qui a intérêt à parler à ses enfants et à dire tout haut des choses. Est-ce qu'il t'est pas arrivé ça? Et comme je l'ai lu dans ce petit bouquin, est-ce qu'il s'est pas ça? C'est peut-être quelqu'un que tu aimes bien ou que je crois, ou que moi j'aime bien, mais je ne sais pas qui fait des choses. Je te rappelle que faire les choses, c'est de te toucher le zizi ou la zézette ou te demander de le toucher lui ou elle. Et qu'il n'a pas le droit de le faire. Je te donne le code pénal, entre guillemets, entre parenthèses. Le code pénal, c'est ces gens comme ça peuvent aller en prison. Donc, je suis en train de te donner une information que tu n'as sans doute pas eue. Donc, tu vois, à partir du moment où tu vas vers l'enfant, en lui donnant des informations qui sont partagées en général par la société et que lui n'a pas, puisqu'il a reçu une désinformation très bien faite par son pédophile, là, tu vas commencer à le libérer. Et donc, dans mon petit bouquin, je dis, bah, prenez un petit livre, je l'appelle le petit livre médecin, le petit livre hôpital. Et dès que l'enfant se met à parler de un tel m'a fait ça, bon, vous le notez tout de suite. Et puis, on note et on note et on note et on note et on continue. Et comme tu le dis très justement, la société dans laquelle on est, est-ce qu'elle est tout à fait rétrograde? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de pédophiles comme magistrats? J'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête des gens et je ne suis pas la culture. Par contre, comme toi, je suis bien obligé de constater qu'il y a un grand nombre de cas qui ont l'air d'être avérés, parce que tu connais les gens de proches, quand tu es psychothérapeute, tout ce que tu entends, et que tu t'aperçois que la personne a été libérée sur le champ, là où à peu près, tu as envie de vomir. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, hein. Si demain ou après-demain, tu te retrouves magistrat de l'instruction, par exemple, tu te retrouves devant une situation extrêmement complexe et qui est que justement la démocratie veut et exige qu'on ait droit à un procès équitable. Et un procès équitable, pour mettre quelqu'un en prison, pour le priver de sa liberté, c'est quand même pas rien. Il faut pouvoir avoir des preuves de ça. Je voudrais vraiment pas être magistrat. Je les plains, ces gens-là. Je suis sûr qu'ils sont comme moi dans plein de cas, pas tous, hein, j'en connais qui sont de vrais tordus, mais qui sont euh, dans la situation de se dire, cette personne-là, je suis quasi sûr que, mais je peux pas, parce qu'il n'y a rien de plus. C'est pour ça que je donne des idées très, très simples et très pragmatiques, parce que un magistrat qui prend des décisions aussi terrifiantes que celle-là, on va emporter sa conviction grâce à des éléments qui ne sont pas nécessairement des preuves tangibles. Notamment lorsque on utilise du petit bouquin l'idée de écrire à l'abuseur en envoyant une copie conforme à des tas de gens de la famille. Hein, tu craignais qu'effectivement, ça va être rock'n'roll quand un enfant dévoile ça, et c'est vrai. Mais quand en plus on demande à l'abuseur, la personne, des excuses et des réparations pour, et là tu vas voir la maladie habituelle. Personne n'ose dire les 125 fellations auxquelles j'ai eu droit entre l'âge de 5 et 7 ans et demi, les 320 pénétrations vaginales pendant la même durée. Je te rappelle que ça se passait dans ta voiture, dans la cuisine, dans le truc. Et puis en plus, les fameux cadenas. Et tu m'as dit que
Au début, tu m'as rien dit du tout. Puis quand j'ai commencé à dire non, tu m'as tapé dessus. Et puis ensuite, tu as dit que c'était maman qui le voulait. Pendant des années, je t'ai cru. Donc c'est toi le genre de canard monstrueux. C'est pour ça qu'il faut avant de juger. Il faut piger, piger, piger. Il faut savoir comment ça se passe à l'intérieur. Et alors après, cette lettre d'excuse et de réparation, on l'envoie à qui? À papa, à maman, à Titi, à Tata, à Bobonne, à mon papa, à Jules, à Pierre, à Paul, à tantine Julien, à la cousine une telle et au cousin. Qu'est-ce qui se passe grâce à ça? Il se passe quelque chose de magnifique. Dans la majorité des cas, mais la plupart du temps, la victime se dit non, non, j'ai pas envie d'écrire. Mais quand tu lui expliques et quand elle fait une bonne thérapie, comme celle qu'on lui offre avec la Péter, elles vont vite avoir le courage d'oser ce genre de lettres. Avec copie conforme ouverte, hein, pas CCI. Hein. Parce que tout le monde, Titi, Tata, Bobonne, Vincent, Jean-François, papa et maman, tout le monde sait que tout le monde sait. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as un véritable tsunami de guérison. Et les langues Tsunami de guérison. Oui, d'accord. Un tsunami de guérison. Et les langues se délient peut-être aussi parce voilà. qu'il y a des choses et des observations qu'on a vues, qu'on s'est voilé la face. Et peut-être que là, ça va mettre face à chacun leur responsabilité d'avoir camouflé ou d'avoir été aveuglé ou de ne pas s'être rendu compte, mais que tout le monde prenne sa responsabilité, porte sa responsabilité et pas que celui La majorité des gens ne camouflent pas. La majorité des gens ne camouflent pas. Les statistiques canadiennes de Finkelor et de ses copains, ce sont des statisticiens qui font le travail, ont très clairement démontré depuis pas mal d'années que c'est plus de 80% des mamans qui ne sont pas dans le coup. Elles sont totalement ignorantes de ce qui se passe. Parce que quand tu as une gamine qui depuis tout un temps t'emmerde, et qu'elle t'emmerde encore plus, ou qu'elle est extrêmement discrète et qu'elle étudie, moi je me souviens d'une dame comme ça qui était abusée par un médecin de l'inspection médicale scolaire, qui était un chirurgien, tu t'imagines? Tous les samedis matins, il l'a violée. Mais costaud, hein? Oui. Mais ces gens, ils n'osent pas parler de ça. C'est pour ça que tout ça, c'est imbriqué. Parler de ça, il faut y aller prudemment, il faut avoir déjà les informations, il faut commencer à faire en sorte. Et quand tu as toutes les cousines qui viennent, oui, mais moi aussi, le magistrat honnête, parce qu'il y en a, eh ben, il va dire, ah ben, ok, étant donné ce que je viens d'entendre de votre cousine et du cousin et des menaces que ceci, parce que tout le monde s'y met. Et là, c'est la machine qui se met à tourner dans l'autre sens. Parce que ce n'est pas tellement à la victime de parler. Je t'ai déjà dit la difficulté avec laquelle ils ont de parler. Ça les replonge dans cette espèce d'hypnose. C'est-à-dire que tout redevient, les odeurs sont là, les goûts, je te décris pas lesquels, les sensations, je te décris pas lesquelles, tout ça revient. Et c'est terrifiant. C'est pour ça qu'un vrai professionnel, pas un blablateur, hein, pas un psychanalyste, non, quelqu'un qui a les outils adéquats, il y en a pas mal, il y en a de plus en plus maintenant. À mon avis, la PETR, c'est clair, c'est la meilleure, mais il y en a d'autres qui sont pas mal non plus, permettent aux gens de désensibiliser le souvenir et de les raconter. Une fois qu'ils vont faire cette petite lettre copie conforme, malgré que l'avocat va vous dire, ouais, mais attention, hein, vous pourrez être attaqué pour diffamation. Je leur dis toujours, oui, cher maître, réfléchissez un petit peu. Quel est l'abuseur qui va attaquer la demoiselle que vous devez défendre pour diffamation? Allez, expliquez-moi. Soyez un peu logique. Je sais bien que vous êtes dans... Les avocats sont des gens qui ne pensent que code civil, code pénal et autres, hein, d'accord? Mais ils ne pensent pas psychologique. Et quand tu parles psychologique, c'est souvent la cata d'ailleurs. Et quand tu parles psychologique et que tu vois effectivement que tu as une gamine qui ose dire haut et fort et qui invite tout le monde à dire moi aussi, venez en aide et racontez-moi ce qui vous est arrivé et que ça vient, alors l'avocat fait. Il y en a qui m'ont téléphoné avec des larmes dans les yeux en me disant, Monsieur Racine, au début, j'avais envie de vous casser la gueule tellement je trouvais que vous faisiez prendre des risques à mes clients. Et maintenant, j'ai réfléchi. Et puis, surtout, j'ai vu le résultat. Parce qu'effectivement, c'est ça. La parole, elle doit être publique. Et je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais ce dont les pédophiles ont le plus peur, c'est justement que leur beau masque de parangon au-dessus de la morale et de la justice, et qui sont très fiers d'eux, hein, ou qui sont très gentils et très séducteurs. Ce qu'ils détestent le plus, c'est qu'on leur dise que tu n'es qu'un seul violeur de gamine et tu l'as partagé avec tes copains ou tu as fait des photos. C'est ça. Il y a quelques 10 ans, je ne sais plus combien, la France a fait une espèce de rafle chez plein de pédophiles qui étaient sur le net. Certainement pas les plus importants qu'ils auraient dû mettre au trou. Tu connais quand même la logique. Mais c'est bien de commencer petit. Trump avait commencé dans son premier présidence à attaquer le petit de la Californie. On a vu ça, à quoi c'est arrivé. Il a commencé que par les petits.
les revendeurs et les passeurs et tous les tordus. Et donc, quand tu t'attaques à ce genre de choses, tu vas faire en sorte que la parole va être vraiment, au niveau social et culturel, elle gagne. Et moi, je suis plutôt positif quand je vois le nombre de choses qui se disent, tous ces bouquins, ces romans qui ont été écrits par des gens ou leurs témoignages, parce que sans ça, tu vas remarquer une chose, si tu vas sur des sites où les gens essaient de parler de leurs blessures, ils ne savent absolument pas te dire j'ai eu droit à autant de fellations par jour, par semaine, par mois, par an. Ils ne disent rien. Et pourtant, mais quand tu parles à un public normal, c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ils veulent savoir quoi. Et les gens en tombent par terre. Pourquoi? Parce qu'on est de nouveau devant un Rubicon. On est de nouveau devant un Rubicon. Alors, moi, on n'ose pas parler de ça. Encore une petite oui. chose. Donc, je me suis laissé dire que tous les bourreaux étaient des victimes, mais par contre, que toutes les victimes, il faut bien rappeler qu'elles ne sont pas des bourreaux. Et peut-être rappeler aux victimes, parce que quand on dit victime, ça veut dire qu'on pourrait leur dire, ben oui, mais si tu as vécu ça, tu pourrais faire ceci ou tu pourrais faire cela. Tu as deux choix, soit tu es ou soit tu ne deviens pas. Et là, peut-être bien faire la distinction que tous les bourreaux, effectivement, ont été certainement victimes d'une manière ou d'une autre. Non, non, c'est pas vrai, c'est faux. Non? Ah bon? C'est faux. C'est bien, moi, je vrai. voilà. Mais non, mais statistiquement, c'est amusant parce que Finkelor et tous ces statisticiens américains et canadiens le disent bien. S'il y a bien une chose qu'on ne sait pas mesurer, c'est combien d'agresseurs ont été abusés, parce que c'est la défense habituelle devant les tribunaux. Aïe, 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 moi aussi j'ai été abusé. Alors, c'est vrai que peut-être dans certains cas ça arrive, c'est tout à fait exact, mais il ne faut pas exagérer. On voit énormément de pédophiles qui sont des enfants chéris à maman. Oui, donc des perversions tout simplement. Juste des perversions. Oui, les enfants rois, les enfants forts qu'il faudrait les appeler, tellement ils ont le pouvoir et tellement ils sont manipulateurs et tordus, et ils étaient déjà voleurs quand ils étaient gamins. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont été abusés. C'est clair qu'un certain nombre d'entre eux le sont, et comme tu le dis bien, tu sais, nous, tous les gens que je forme depuis 20 ans pour cette approche spécifique de la PTR, tous te disent, c'est quand même dingue, hein. Tous les gens que je vois, c'est tous des victimes, et aucun d'entre eux n'a jamais abusé quelqu'un. De temps à autre, 1 sur 100 nous dit, oui, une fois j'ai eu une impulsion avec ma petite sœur, parce que j'avais été abusé par le curé, et puis après j'ai beaucoup pleuré. Ils sont extrêmement rares à dire ça. Pourtant, je te jure que nos victimes, quand elles sont soignées des horreurs qu'elles ont vécues, si elles ont abusé de quelqu'un, même un tout petit peu, elles sont pleines de culpabilité, et on va changer ça aussi. Non, c'est tout à fait dramatique de laisser croire que la majorité des pédophiles sont des abusés. Je ne pense pas. Mais comme dit Finkelor, on ne le sait pas, en fait. On ne le sait pas. Par contre, dans tous les tribunaux, ça va pas rater. Ça va te sortir. Mais j'en vois souvent où c'est juste l'inverse. Un sale gamin. Maman laissait tout faire. Et papa laissait tout faire. Et alors, est-ce qu'on peut rassurer justement ces personnes qui ont vécu des traumatismes? Parce que c'est aussi cette part de choses-là, justement, que toutes les victimes ne sont pas des bourreaux et ne deviendront pas des bourreaux, qu'on fait ce qu'on veut, Oui. on a la liberté de décider, d'accepter oui. d'accepter qu'on a été maltraité sans pour autant oui, faire c'est certain. Voilà. C'est certain. Il y a plein de gens battus qui t'apprendront jamais personne. Hein. Exactement. Alors, Non, est-ce que tu as peut-être envie de conclure d'une certaine manière, parce que je pense qu'on a déjà abordé pas mal de points. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais peut-être préciser pour nos auditeurs, ou peut-être, est-ce que je peux donner une adresse, peut-être où on peut te contacter s'il y avait besoin? Oui, tout à fait. Tu peux donner l'adresse de l'Institut Erickson, imheb.be, sur lequel ils trouveront des tas de thérapeutes qui sont là disponibles. Moi, je ne peux pas voir tout le monde. Et s'ils m'appellent je peux leur renseigner des gens qui travaillent bien. Donc, je peux donner ton adresse mail? Oui, et pour les gens qui ont vécu des toutes grosses choses, genre survivantes, hein, comme on les appelle, oui, parce que ça, c'est des gens qui attendent des années avant d'oser parler. C'est ça. Des années. Enfin, toi, tu peux les rediriger, alors si toi, tu n'as pas le temps, tu peux les rediriger. Voilà. Mais Pierre Barnérias m'avait demandé de faire un listing avec tous les gens que j'ai formés et qui se sentaient d'attaque pour travailler avec les survivantes ou avec les miraculés. Et ça, je lui ai donné ça. Et j'en ai donc toute une série qui sont prêts
prêts à le faire et j'en ai déjà quelques-uns qui sont très bons. Mais c'est difficile pour nous, c'est difficile pour tout le monde et on fait dans la Finalement, dentelle, mais on y va progressivement. il y a beaucoup de cas. Finalement, vous êtes Ah oui, submergé de cas. pas rien des gens qui ont vécu des traumas de toutes sortes. Oui, heureusement, on ne travaille pas que dans les traumas d'abus sexuels. Heureusement, on n'a qu'une petite partie de gens qui sont des survivantes. Mais les traumas, c'est vraiment ce que les humains vivent. Hein. C'est tous les chocs émotionnels. Tous. Et ils sont inscrits là où il faut aller en étant dans la ligne, ou plus exactement, il faut les sortir de l'état dans la ligne dans lequel ils sont pour se protéger de ce souvenir. Et quand on va revisiter cet endroit-là, on crée des faux souvenirs pour faire plaisir à ce charmant journaliste qui n'y connaît rien. On fait des faux souvenirs, on fait une fabrique de faux souvenirs. Et les gens sortent de chez nous, ils disent c'est rigolo, parce que je sais très bien que ce que j'ai vécu, c'était monstrueux, mais c'était vraiment monstrueux. Et jusqu'ici, j'osais à peine m'en souvenir, je n'ai jamais osé en parler, mais maintenant, non seulement quand j'y repense, je revois mon agresseur en tutureau de ballerine avec toutes sortes de singeries qu'on s'est amusé à faire. Et je me souviens de la violence avec laquelle qui a pu enfin sortir, parce qu'à 5 ans, je ne pouvais pas. Et là, maintenant, j'ai retrouvé ma force. Et depuis lors, je suis capable de dire non dans la majorité des cas. Et depuis lors, je ne me retape plus des hommes ou des femmes dominateurs ou dominatrices comme je l'ai fait pendant des années. Parce que c'est ça qui est catastrophique. Une fois qu'on a été maltraité dans l'enfance, eh ben, on va répéter ça. Et c'est pas des tordus ou des pervers qui répètent ça. On répète ça tout à fait involontairement dans l'espoir que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est typiquement ça. Hein. C'est vraiment. Tant qu'on n'a pas appris à se défendre, on dirait qu'il y a un cycle qui se fait pour te représenter les mêmes choses. choses, que tu comprennes comment tu peux t'en sortir. Oui, mais finalement, c'est cadeau. Hein, mais sur le coup, tu ne comprends pas ça comme ça. Tu te dis, putain, c'est encore à moi que ça arrive. Ben oui, tout simplement parce que tu n'as pas encore compris la méthode pour pouvoir arriver à. C'est chouette. Non, mais pour conclure, dit vraiment Anne, pour conclure, c'est mais pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas simplement 3,90 €, 3,90 € si tu as des Français qui ne parlent pas bien le français de Belgique et qui ont besoin d'une traduction pour acheter ce petit bouquin. Il est épais comme ça et on l'aura en papier, il est uniquement en e-book. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement un achat qui vaut des millions à mon avis? Parce que vous allez voir, si jamais vos enfants se font abuser, ça va vous coûter très très cher, et à eux aussi. Et pendant des mois et des années, vous ne saurez pas ce qui leur est arrivé. Parce que par honte et par peur de souffrir, ils ne vous en parleront pas. Et vous allez avoir des conflits, vous allez avoir des gens vos enfants qui passent des heures à étudier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, si ça a lieu toutes les semaines, qu'ils rencontrent l'abuseur, eh bien, une fois que c'est terminé, il oublie. Et pendant toute la semaine, il fait autre chose. Du sport ou j'en ai vu une qui avait des diplômes un peu savoir qu'en faire, de très très haut niveau, qui était une dame d'un niveau commercial énorme, rien que parce qu'elle me disait, dès que c'était fini, j'entrais et je travaillais samedi, dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi, ça commentait. Mais je savais simplement au moment où j'allais pousser la porte de chez le médecin que ça allait reprendre. Tu vois? Et donc, il faut vraiment piger que si cette petite demoiselle avait eu des parents qui avaient pris dans leur poche 3,90 € et avaient expliqué à leur petite fille ce que c'est qu'elle était chouette, ce que c'est que quand elle est tordue, que le fait que ce serait plus tard qu'ils feront ça, et que d'ailleurs maintenant personne ne leur peut leur faire ça, et que d'ailleurs même si nous on croit que le truc classique, si tu savais le nombre de fois que moi j'appelle ça les gros, comment ça s'appelle, poissons, les gros poissons qu'on trouve dans nos étangs, les carpes. Non, pas les carpes. Les carpes n'ont pas de dents. L'autre que tu trouves dans les mêmes étangs que les carpes. Non, mais non, c'est pas grave. Les sciures, hein non? Les sciures, c'est marin. Mais peu importe. Tu tombes, par exemple, sur un grand-père qui est adoré de tous, de toute la famille. Mais il y a un enfant qui l'a repéré. Il est beaucoup plus fragile parce que papa est parti, parce qu'il a été opéré très jeune, il a une fragilité quelconque. Ce grand-père continue d'être gentil avec tout le monde. Et il abuse de manière forcenée de cette bonne femme, de cette gamine. J'en ai vu une il y a des années, à 40 ans, qui a fini par savoir de quoi il s'agissait.
Il était adoré de tous les brochets, je les appelle. Pourquoi? Parce que parfois, quand tu pêches des brochets, ils ont encore les hameçons des pêcheurs qui ont essayé de les tirer de l'eau, mais qui ne sont pas parvenus à les tirer de l'eau. Ce sont des animaux malins de chez malins, mais avec le mot mal dedans. Ils sont malins et ils adorent tout le monde et ils font des cadeaux. Et quand ils sont dans le salon avec tout le monde, avec la petite fille qui l'abuse et qui est juste terrorisée, il apprend sur eux. Ah, attends, ma gentille. Et tout le monde est persuadé, persuadé. À 40 ans, elle ne l'avait pas encore dit. Est-ce que tu te rends compte? À 40 ans, elle ne l'avait pas encore dit. Elle était terrorisée. Le grand-père était mort depuis autant d'années. Elle n'avait toujours pas. Ça, c'est une réalité habituelle. Je te prends un exemple qui passe dans la tête. Mais c'est ça qu'il faut piger. Il faut vite lire ce petit bouquin pour comprendre. Parce que ta première question et le thème de ta journée, c'était comment est-ce qu'on peut essayer de repérer quelqu'un qui a été abusé? Et moi, je t'ai dit, hein, la grande illusion qui fait que les enfants sont abusés, c'est que précisément, on ne sait pas les repérer. Et on peut les repérer en appliquant les idées de ce petit bouquin que vous avez répété 3 fois. Faites-le tout de suite chez vous. Moi, je me souviens d'une amie psychologue, thérapeute, qui travaillait le trauma et tout ça, depuis des années, à qui je disais, mais prends mon bouquin, dis-le avec ta fille et tout ça. Elle me dit, mais non, t'inquiète pas, je suis sûr que j'ai déjà tout expliqué. Je dis, je sais pas pourquoi tu penses ça, mais je te crois pas. J'ai pas l'impression. Après le week-end, elle revient et elle me dit, ben, mon vieux, t'avais raison. Ma fille, ça fait 2 ans qu'elle ne passe plus pour les Bruxellois, par le bois de la Cambre, pour aller dans son collège catholique du coin, et elle fait un détour qui lui prend 20 à 25 minutes de plus. Elle dit, je ne comprenais pas pourquoi ma fille allait très tôt à l'école. Elle dit, oui, j'ai envie d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que comme tous ceux qui ont habité près du bois de la Cambre, j'en suis un, ont bien connu les exhibitionnistes. Et quand tu es une gamine haute comme 3 pommes, tu préfères te taper 2 fois par jour, 20 à 25 minutes de marche de plus. Et la gamine ne l'avait jamais dit. Juste parce que sa mère a commencé à lui dire Zizi, Zézé, c'est l'amour, c'est chouette, etc., etc. C'est un véritable manuel de guérilla, ce bouquin. C'est un véritable manuel de guérilla. Pourquoi penses-tu que cet éditeur français me l'a rendu après en avoir vendu pendant des années? Et à l'époque où il était sorti chez eux, c'était il y a 20 ans, il a fait 25 ans que j'ai écrit, et puis ça fait 20 ans qu'il était chez eux. Au début, il n'y avait presque rien comme vente, sauf quand il y avait un fait divers en France. Mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, les faits divers, ils étaient rares. Alors maintenant, tu vois, à chaque fois que tu avais des faits divers, et puis en plus, ils m'ont fait passer dans une émission de TF1 ou d'A2, je ne sais plus trop quoi, et crac, et ça se vendait de plus en plus. Sauf quand il y avait des faits divers, mais des faits divers, il y en a de plus en plus. Ouais. Et tiens, cet éditeur me dit, oh non, reprenez le livre, reprenez-le. Même pas un franc de dédommagement. Tiens, comme c'est bizarre. Et pourquoi donc? Et maintenant aussi, les gens qui pensent à tout ça, aux abus, pour moi, ce qui m'étonne, hein, on est souvent dans l'idée qu'il faudrait punir, il faudrait augmenter la coercition contre la pédophilie, et on a raison. Mais putain, j'aimerais beaucoup mieux que mon enfant vienne dire, papa, tu sais, comme ça a été le cas, j'ai toujours 2 filles, elles étaient gamines, on était dans un hôtel à l'étranger, il y avait un charmant petit bonhomme qui faisait la nuit, qui était derrière le comptoir. Et nos 2 filles, hautes comme 3 pommes, hein, elles l'aimaient bien. Il était très gentil, comme très souvent les pédophiles. Ils sont charmants. Et puis hop, il a commencé à foutre ses mains entre ses jambes et à les caresser toutes les 2 en même temps. Elles se sont jetées en bas de ce comptoir et elles ont couru la 50aine de mètres pour aller rejoindre leur maman. Moi, j'étais pas. Tu sais, maman, hein, il y a le monsieur qui a fait ça et ça. Hein. Sur le champ. Combien de fois tu entends parler de ça? C'est incroyable. Ah mais non, mais c'est bien la preuve qu'elles étaient préparées, elles, psychologiquement, à devoir à alarmer et à alerter s'il y avait un souci. Ouais. Donc, c'est ça que il y a une nouvelle préface qui a été écrite par un gars qui était journaliste aussi, qui arrive de Fos, que je rajoute dans mon bouquin et qui sera dans toutes les nouvelles versions en langues étrangères, et que je vais rajouter en français, qui précisément, il commence comme ça, il commence pas en disant, il y a 20, oui, les gamins étaient un peu plus jeunes que les miennes, une bonne vingtaine d'années, j'ai utilisé le bouquin de Gérald et voilà, le voisin a essayé de plotter la gamine, et la gamine l'a envoyé péter, et la deuxième chose qu'elle a fait, c'est tout de suite venir lui en parler. Et le papa a été voir le bonhomme de face en lui disant, toi mon vieux, tu continues, tu vas en prendre plein la gueule pour faire un balle, c'est un pacifique. Mais voilà. Les pédophiles sont terrorisés à l'idée qu'on parle d'eux. C'est pour ça qu'on tue les journalistes, hein, méfie-toi. Oh, écoute, alors là, maintenant, tu sais,
J'aurais fait ma part de On les emmène. travail. À côté de ça, on s'en fout. Ouais. Non, On est aussi là des pour… journalistes où alors on leur fait peur, on les intimide et on fait maintenant le rouleau elle tourne dans le bon sens. Et il faut que la Ouais, population continue. Il faut que tout le exactement. monde s'y mette, gentiment, en parlant aux enfants, tranquillement. Exactement. Chacun sa responsabilité et les parents n'ont pas à donner ce pouvoir finalement aux autres qui prennent leurs responsabilités en apprenant à leurs enfants, en les élevant et en leur faisant comprendre que c'est tout à fait naturel, mais que ça ne Ouais, doit pas se faire dans toutes les conditions. ben voilà. Et ils Merci auront tous beaucoup. les détails dans ce petit bouquin. Merci à toi, Anne, c'était Tout, un tout grand grand merci plaisir. pour ce témoignage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Ciao. Oui, au revoir. Voilà, merci à vous pour votre confiance et n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude. Si vous avez des thèmes en particulier que vous aimeriez qu'on aborde, vous savez que nous en tenons compte. Donc voici de nouveau l'adresse de Reporter Citoyen. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un courrier à Reporter Citoyen Belge @protonme. N'hésitez pas à vous abonner à notre page www.reportercitoyen.be. Nous sommes également visibles sur YouTube, sur Telegram, sur VK. Je vous remercie pour votre confiance. Merci beaucoup.